Certaines tempêtes sont plus dangereuses que la mer elle-même. Bienvenue dans Dossier Mystère. Je suis votre animateur Étienne. Dites-nous d'où vous nous écoutez. C'est incroyable de voir cette communauté s'agrandir à travers le monde. Embarquons pour un voyage mystérieux. Netherley Cove était le genre d'endroit qui semblait épargné par le monde moderne. Groupe de cottages perchés sur une légère colline surplombant la houle gris-bleu de la Manche, c'était un village où les jours étaient mesurés par les marées et le carillon des cloches des églises. Début juin, les jardins étaient inondés d'hortensias et de rosiers grimpants, et l'air transportait une légère saveur saumâtre mêlée au parfum des pois de senteur. C'est dans ce cadre paisible que le commandant Philip Leeward a navigué. Les Ictiw, villageois, ont d'abord repéré le bateau, un joli sloop blanc dont les voiles claquaient vivement dans la brise, se dirigeant vers la petite crique rarement utilisée. Un tel spectacle était rare à Netherley Cove, dont la modeste jetée n'accueillait généralement que des bateaux de pêche battus par les intempéries et des chalutiers occasionnels. Au moment où le commandant Leeward avait amarré et balancé son sac de mer sur son épaule, la moitié du village avait manifesté un intérêt vif, bien que discret. Aux bras en bois flottés, la seule auberge et taverne de Netherley, les murmures se propageaient parmi les habitués rassemblés. Madame Bertram, la grosse propriétaire à l'oreille finement réglée pour les commérages, a déclaré sans équivoque qu'il a l'air du bon genre, intelligent, mais avec une ombre, à mon avis. Monsieur Spenlow, l'instituteur à la retraite, poli, ses lunettes, et osa que peut-être le commandant cherchait un peu de calme après un tragique malheur en mer. Miss Marple, qui passait les mois d'été dans la maison voisine de sa cousine Alicia, était assise discrètement dans un coin du salon, sirotant doucement son thé du soir. Ses yeux bleus, brillants malgré son bonnet en dentelle et son élégant cardigan, suivaient la nouvelle venue avec un intérêt tranquille. Elle avait observé la prudence naturelle dans sa démarche, le regard habituel au loin, signe d'un homme habitué au danger et peut-être plus important encore, au secret. Ce soir-là, Netherley Cove devait accueillir son festival d'été annuel, une manifestation joyeuse quoique modeste, comprenant une exposition de fleurs, un concours de pâtisserie et le couronnement cérémonial de la Reine des Roses sur la place du village. L'arrivée du commandant Leeward était parfaitement programmée, quoique involontairement, pour coïncider avec les préparatifs. Au milieu de l'après-midi, des banderoles flottaient dans les ruelles étroites, et l'odeur douce et lourde des tartes à la confiture et des scones fraîchement sortis du four s'échappait de la salle des fêtes du village. Les enfants, frottés et agités, répétèrent leur partie dans la danse du mas de mai, tandis que leur mère s'affairait avec des couronnes de marguerites et des rubans. Le commandant, poli mais réservé, faisait sa tournée, se présentant. Au vicaire, faisant un signe de tête grave à Miss Marple lorsque leurs chemins se croisaient près de la tente à gâteaux et échangeant quelques plaisanteries réservées avec Madame Bertram. La plupart pensaient qu'il n'était qu'un voyageur cherchant un refuge temporaire contre l'agitation du monde, mais une tension subtile s'accrochait à lui comme des embruns. Alors que le soir tombait et que les villageois se rassemblaient sous les guirlandes lumineuses accrochées entre les chênes, les festivités atteignirent leur apogée. Un quatuor de jazz de la ville voisine jouait des airs entraînants et le cidre coulait à flots plus librement qu'il n'était peut-être sage. Miss Marple, qui maîtrisait depuis longtemps l'art d'écouter sans en avoir l'air, entendit des bribes de spéculation. « Peut-être qu'il cache quelque chose », murmura Agnès Hartnell, une vieille fille au nez pointu et friande de théories sombres. « C'est absurde », renifla Madame Lumley, la femme du boulanger. « C'est un héros, retenez bien mes paroles, son bateau. Ce n'est pas le genre de chose qu'on verrait s'il était un canaille. » Le commandant Leeward restait une énigme. Son beau visage buriné ne révélait pas grand-chose. Il a dansé une fois, avec raideur mais poliment, avec la Reine des Roses, une jolie fille quelque peu vide de sens nommée Betty Vane, avant de se retirer dans un coin tranquille près du feu de joie.
C'est là que les ennuis ont commencé. Une soudaine rafale de vent a fait exploser les flammes, provoquant une légère agitation. Au milieu de la rafale d'avertissements criés et d'étincelles hâtivement amorties, quelqu'un remarqua que le commandant n'était plus à son siège. Son verre de cidre gisait à terre, trempé dans l'herbe. Au début, on pensait qu'il était simplement retourné à son bateau. Mais lorsque les dernières notes de la musique se sont éteintes et que les villageois sont rentrés chez eux, le commandant Leeward est resté visiblement absent. Le lendemain matin, lorsque le laitier passa, devant la jetée, il trouva le sloop toujours amarré, flottant doucement à contre-courant. À bord, les voiles étaient ferlées et bien rangées, la cabine verrouillée. Mais le commandant Leeward était introuvable. En quelques heures, le calme endormi de Netherley Cove fut brisé. Le gendarme local, un jeune homme lent mais sérieux, nommé sergent Craig, a été convoqué. Des bateaux ont été dépêchés pour fouiller le littoral. La nouvelle de la disparition s'est répandue comme une traînée de poudre et les villageois, peu habitués à une véritable tragédie, ont réagi avec un mélange presque fiévreux d'excitation et d'effroi. Miss Marple, pliant calmement son tricot dans le salon de Rose Cottage, ne dit rien. Mais elle réfléchissait déjà. Réfléchissait. Sérieusement. Quelque chose dans la disparition du commandant Leeward ne semblait pas accidentel. Quelque chose, elle en était certaine, n'allait vraiment pas. À midi, Netherley Cove s'était transformé en une ruche de spéculation. Les banderoles du festival flottaient toujours sans enthousiasme dans la brise, mais l'ambiance avait changé. Un nuage invisible de tension planait sur la pelouse du village. La disparition inexpliquée du commandant Leeward était tout ce dont tout le monde pouvait parler, et les conversations devenaient de plus en plus élaborées et imaginatives à chaque récit. Aux bras en bois flottés, où les théières étaient constamment en mouvement, et le tablier de Madame Bertram paraissait de plus en plus ébouriffé. Des théories étaient formulées avec l'enthousiasme des enfants tissant des guirlandes. « Retenez bien mes paroles », déclara M. Spenlow en tapotant sa pipe contre la cheminée. « Le pauvre garçon a été rappelé à la mer. Certains hommes ne débarquent jamais vraiment, pas dans leur cœur. »« C'est absurde, » rétorqua Madame Lumley, en cherchant un autre scone. « Il a été emmené, voilà. Je ne serais pas surpris s'il y avait des passeurs dans les parages. Vous savez à quel point cette crique est isolée. »« Où il pourrait avoir des ennemis, » murmura Agnès Hartnell avec une lueur dans les yeux. « Des ennemis de guerre, peut-être. On ne sait jamais avec ces types navals. » Miss Marple, confortablement perchée près de la fenêtre avec sa broderie, gardait ses yeux bleu pâle fixés sur son aiguille, même si ses oreilles ne manquèrent de rien. Son esprit travaillait tranquillement, méthodiquement. Elle savait, grâce à une longue vie d'observation, que les gens en révélèrent souvent plus dans leurs ragots inutiles qu'ils ne le pensaient. Plus tard dans l'après-midi, une petite réunion informelle s'est tenue dans la sacristie de l'église présidée par le vicaire Allerton, un homme doux plus habitué à organiser des fêtes qu'à s'occuper de véritables calamités. Le sergent Craig, dans son uniforme mal ajusté, a signalé qu'aucun effet personnel n'avait été retiré du sloop du commandant. Son sac polochon, son portefeuille et un petit coffre verrouillé sont restés intacts. Aucune note n'avait été laissée. Aucun signe de lutte n'avait été trouvé. Il aurait pu aller se promener le long des falaises, suggéra le vicaire. J'ai perdu pied, la pauvre âme. Un signe de tête sinistre fit le tour de la pièce. Les falaises au-delà de Netherley Cove étaient abruptes et dangereuses, surtout après une pluie, et il y avait eu une brève et forte averse pendant le festival. Miss Marple ne dit rien, mais en privé, elle pensait que cela était peu probable. Des hommes comme le commandant Leeward étaient entraînés à la prudence, surtout près de la mer. Un glissement semblait trop pratique. Pendant ce temps, les villageois avaient commencé à attribuer des rôles dans leurs drames imaginaires. Dame, Bertram était certaine qu'il s'agissait d'un acte criminel. Elle a cité, avec une certaine satisfaction, la façon dont le commandant avait gardé ses distances, refusant une deuxième portion de sa génoise comme s'il cachait quelque chose.
Agnès Hartnell était convaincue que le commandant avait été poursuivi par une épouse vengeresse ou un rival amoureux. Le jeune Peter Moffat, qui avait aidé à amarrer le sloop, jura avoir vu un étranger, un homme en manteau sombre, s'attarder près de la jetée ce soir-là. Lorsque Miss Marple entendit cela, son attention s'accentua. Un étranger? Ah, Netherley Cove. Cela seul était très inhabituel. Le sergent Craig, désireux de démontrer son action, a organisé une équipe de recherche. Ils ont parcouru le sentier côtier, les bois au-delà du village, et même les champs menant à la carrière abandonnée, mais n'ont rien trouvé de plus suspect que quelques branches cassées et un blaireau effrayé. Les recherches ont épuisé le village, mais n'ont rien donné d'autre. Le commandant Leeward restait une absence, un vide profond et troublant, au milieu des rythmes familiers de la vie quotidienne. Ce soir-là, Miss Marple rendit une visite discrète à la jetée. Le sloop Spectre marin était aussi soigné qu'un uniforme repassé. Les lignes étaient soigneusement enroulées, le pont nettoyé impeccablement. Quelques cartes marines se trouvaient dans une petite cabine vitrée. Son regard croisa un livre ouvert sur l'étagère intégrée, La Tempête, de Shakespeare, avec un brin de lavande pressé entre les pages. Intéressant, pensa Miss Marple. La plupart des hommes pourraient écorcher une page ou utiliser un morceau de papier déchiré comme marque-page, mais un brin de lavande, cela trahissait une certaine sentimentalité, un côté plus doux et plus personnel que les villageois n'avaient là pas vu. Elle se pencha plus près pour examiner la lavande plus attentivement, mais un pas derrière elle la fit se redresser rapidement. C'était le sergent Craig, l'air embarrassé. « Je vous demande pardon, Miss Marple. Je pensais que j'allais vérifier le bateau moi-même. »« Très sage, » dit gentiment Miss Marple. « Après tout, parfois, ce qui manque en dit plus que ce qui reste. » Le sergent Craig cligna des yeux, visiblement incertain si elle voulait dire quelque chose de spécifique. Il remua maladroitement les pieds. Miss Marple jeta un dernier regard pensif au sloop avant de monter sur la jetée. Alors qu'elle retournait, lentement vers le village, son esprit se tourna vers les possibilités. Le commandant Leeward était venu à Netherley Cove pour une raison. Son arrivée n'avait pas été aussi aléatoire qu'il y paraissait. Et quelque part parmi les visages amicaux et les langues avides des villageois, se trouvait la clé de sa disparition. Une clé qui, à l'heure actuelle, était encore cachée parmi les fils enchevêtrés de la nature humaine. Et Miss Marple, souriant légèrement pour elle-même, était très douée pour démêler les fils. Netherley Cove avait la particularité d'avoir, malgré sa petite taille, une hiérarchie tacite en matière d'information. Les nouvelles ne passaient pas de maison en maison au hasard, mais via certains nœuds critiques, Madame Bertram au bras en bois flotté, Monsieur Spenlow lors de ses promenades de l'après-midi et, dans une moindre mesure, Agnès Hartnell lors de ses enquêtes d'achat minutieuses au magasin du village. Miss Marple a compris instinctivement ces schémas. Elle n'a pas, comme certains auraient pu le faire, frappé aux portes ni interrogé les voisins. Elle se positionnait simplement, doucement et inoffensivement, là où les ragots coulaient le plus librement. Le lendemain de l'échec de l'équipe de recherche, elle a pris le thé au driftwood, tricotant à la main, alors que les habitués commençaient à s'installer dans leur siège préféré. « Il demandait des nouvelles de quelqu'un, vous savez, » dit soudain Madame Bertram, en posant un plateau avec un grand fracas. « Jeudi dernier, je voulais savoir si une Madame Eric vivait à proximité. Je n'ai jamais entendu parler d'elle, remarquez. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent légèrement. « Madame Eric, » dit-elle avec un léger intérêt. « Un nom plutôt rare. Si elle était locale, on le saurait sûrement. »« Exactement. » La voix de Madame Bertram s'éleva triomphalement. Mais il avait l'air très sérieux à ce sujet. Il m'a montré une photo, mais juste pour un instant, comme s'il ne voulait pas que je regarde de trop près. Cet extrait a envoyé une petite ondulation parmi les auditeurs rassemblés. Miss Marple n'insista pas immédiatement pour en demander davantage. Elle sirota pensivement son thé, classant les informations. Un homme disparu, à la recherche d'une femme dont personne n'avait
Entendu parler, une photographie qu'il hésitait à révéler. Cela a dressé un tableau curieux. Vers midi, d'autres couches ont commencé à se révéler. Au magasin du village, alors qu'elle sélectionnait une modeste quantité de sucre et d'orge pour sa cousine Alicia, Miss Marple entendit le jeune Peter Moffat parler avec animation à Madame Lumley. « Je a fait, voyez-le, Madame Lumley, en bas du chemin de la falaise. Mais il n'était pas seul, il y avait quelqu'un avec lui, pas d'ici. »« Qu'est-ce qui te fait dire cela ?» demanda Madame Lumley avec scepticisme en pesant une livre de farine. « La façon dont il bougeait, » dit Peter, comme s'il ne connaissait pas les chemins, comme s'il était prudent. Miss Marple se tourna faisant semblant d'inspecter un présentoir de sachets de graines, les oreilles aiguisées. « Et à quoi ressemblait cet inconnu ?» demanda Madame Lumley. Pierre haussa les épaules. « Grand, manteau sombre, chapeau baissé. Je ne pouvais pas voir son visage. » Miss Marple paya ses achats et descendit lentement la ruelle du village, l'esprit en mouvement. Le commandant Leeward n'était pas seul au moment où il a été vu pour la dernière fois près des falaises. Pourtant, le rapport officiel du sergent, Craig ne faisait aucune mention d'empreinte de pas. Un oubli ou peut-être que la pluie avait effacé ses traces. Quoi qu'il en soit, cela suggérait que la disparition du commandant n'était pas un accident et que quelqu'un d'autre savait précisément ce qui s'était passé. Cet après-midi-là, une délégation de villageois inquiets, dirigée par Madame Bertram et l'épouse du vicaire, a décidé de rendre visite à Miss Marple à Rose Cottage. Après tout, on la savait, à voix basse et avec admiration, pour avoir un talent étrange pour ces choses. Miss Marple, confortablement installée avec ses broderies dans le salon ensoleillé, les reçut avec une douce courtoisie. Tout. « Cela est terriblement inquiétant, Miss Marple, » dit Madame Bertram en se tamponnant les yeux. « D'abord un étranger qui arrive, puis disparaît, et maintenant le jeune Peter parle de personnages mystérieux. » L'épouse du pasteur, une femme mince aux mains nerveuses, a ajouté « Le sergent Craig fait de son mieux, mais, eh bien, nous ressentons peut-être l'intuition d'une femme. » Miss Marple sourit gentiment. « Je ne souhaiterais guère intervenir, » dit-elle modestement. « Mais parfois, quand on a vécu longtemps et vu beaucoup de nature humaine à l'œuvre, certains schémas deviennent familiers. » Encouragée, Madame Bertram se pencha en avant. « Pensez-vous qu'il est vivant, Miss Marple ?» Miss Marple n'hésita qu'une fraction de seconde. « Je pense, dit-elle prudemment, que le fait qu'il y soit ou non dépend beaucoup de la raison pour laquelle il est venu à Netherley Cove et de qui il recherchait réellement. » Les femmes frissonnaient, même si le soleil de l'après-midi était chaud. Après leur départ, Miss Marple se rassit pensivement. Elle a passé en revue les faits qu'elle avait recueillis. Le commandant Leeward était arrivé sous l'apparence d'un paisible voyageur. Il s'était renseigné sur une Madame Eric, une inconnue. Il avait montré une photographie à contre-cœur. Avait été vu pour la dernière fois avec un inconnu près des falaises. Son sloop était resté intact, ce qui suggère qu'il n'y avait aucune intention de partir. Et, peut-être le plus révélateur, il n'y avait aucun signe de vol. Aucun vol d'effet personnel. Non, pensa Miss Marple. Le vol n'était pas le motif, c'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. Personnel. Ce soir-là, alors qu'elle et Alicia se rendaient à l'église pour Evensong, Miss Marple en profita pour discuter avec M. Spenlow, qui marchait avec son cantique en lambeaux. « C'est étrange, n'est-ce pas, M. Spenlow ?» dit-elle sur le ton de la conversation. « Comment un nouveau venu peut-il susciter une telle émotion parmi nous ?» M. Spenlow ajusta ses lunettes. « Retenez bien mes paroles, Miss Marple. Ce n'est pas naturel la façon dont les problèmes suivent les étrangers. Je parierais n'importe quoi qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. » Miss Marple sourit doucement. « Je me demande, Monsieur Spenlow, dans quelle mesure chacun d'entre nous connaît réellement ses voisins. Parfois, ce sont ceux qui sont les plus proches de nous qui portent les déguisements les plus profonds. » Monsieur Spenlow grogna, mais parut vaguement décontenancé. Plus tard, dans le silence de l'église, alors que l'orgue sifflait l'hymne d'ouverture, Miss Marple trouva son regard dérivé sur les villageois rassemblés. Elle vit les visages habituels, sérieux, innocents,
certains légèrement ennuyés. Et pourtant, ici et là, une lueur de nervosité, un regard vite détourné. Et là, au 4e banc, était assise Betty Vane, la reine des roses, pâle et agitée. Sa mère, Madame Vane, lui serrait le bras avec une possessivité presque fébrile. Miss Marple a caché l'observation sans signe extérieur. Betty avait dansé avec le commandant Leeward au festival, la seule et unique danse qu'il s'était autorisée. Une chose triviale, peut-être. Pourtant, Miss Marple le savait. De petites choses pouvaient être des portes vers des mondes vastes et cachés. Une fois le service terminé, elle attendit, laissant la congrégation se disperser autour d'elle. Betty et sa mère se sont dépêchées, évitant tout contact visuel. Un autre fil, peut-être. Pas encore lié au tissage principal, mais suspendu de manière suggestive. Cette nuit-là, alors que les premières gouttes de pluie crépitaient contre les fenêtres de Rose Cottage, Miss Marple était assise en train d'écrire une lettre discrète à une vieille connaissance, un avocat à la retraite qu'elle avait autrefois aidé dans une affaire délicate à St. Mary Mead. Elle lui demanda, avec désinvolture, s'il savait quelque chose sur une Madame Eric, une veuve, soupçonnait-elle, liée au cercle naval, peut-être depuis 20 ans. Parce que Miss Marple savait avant tout une chose, les secrets humains, aussi profondément enfouis soient-ils, avaient tendance à laisser des empreintes derrière eux, si seulement l'on savait où chercher, et elle, mieux que quiconque, savait précisément où chercher. Le lendemain matin, les premiers soupçons fermes avaient commencé à prendre racine à Netherley Cove, et, comme c'était si souvent le cas, ils prenaient racine non pas dans des preuves, mais dans la fragilité humaine. Le sergent Craig, sentant la pression croissante des villageois de plus en plus agités, avait dressé ce qu'il appelait fièrement une liste préliminaire de personnes d'intérêt. Il s'agissait, comme on pouvait s'y attendre, de ceux qui avaient vu le commandant Leeward pour la dernière fois au festival. En tête de liste se trouvait le jeune Peter Moffat, dont l'enthousiasme juvénile et les souvenirs vifs d'une silhouette sombre près des falaises commençaient à susciter un examen inconfortable. Je le jure, je n'ai rien fait. Peter a insisté haut et fort auprès de tous ceux qui voulèrent l'écouter. Son visage rougi et son ton aigu n'ont fait qu'approfondir les soupçons parmi les résidents les plus excités. Je viens de voir quelqu'un, c'est tout. Miss Marple, assise tranquillement à sa table habituelle aux bras en bois flottés, observa le garçon avec un froncement de sourcils pensif. Peter était un enfant impulsif, friand d'exagération, mais elle doutait qu'il ait la subtilité ou la cruauté requise pour un meurtre. Son agitation semblait réelle. Pourtant, le sergent Craig a pris Peter à part pour une longue conversation informelle, dont le garçon est sorti encore plus pâle et sur la défensive. Ensuite, l'attention s'est portée sur Madame Vane et sa fille Betty. Plusieurs villageois, désormais enhardis par leur goût pour le drame, ont rappelé que Betty avait dansé avec le commandant Leeward sous les guirlandes lumineuses, et certains ont même affirmé que le commandant avait eu l'air remarquablement intense pendant leur brève valse. Elle pleurait après, vous savez, a confié Agnès Hartnell dans un murmure scénique. Betty, juste devant la tente à gâteaux, les yeux tout rouges, et quand sa mère l'a vue, eh bien, elle a failli entraîner la pauvre enfant. Cette information a rapidement gagné du terrain. L'attitude protectrice de Madame Vane apparaissait désormais, dans l'esprit du village, moins comme l'attention naturelle d'une mère que comme une dissimulation désespérée de culpabilité. Peut-être qu'il lui a tourné la tête, songea sombrement Madame Lumley. Et quand elle lui a dit non ou oui, les choses sont devenues incontrôlables. Miss Marple écoutait ces conjectures avec le moindre sourire. Elle savait mieux que quiconque avec quelle facilité de petits drames se transformaient en tragédies dans l'esprit des commères. Pourtant, la peur évidente de Betty, la poigne de fer de sa mère, tout cela était réel. Elle l'a mis de côté pour y réfléchir plus tard. Pendant ce temps, une nouvelle possibilité, plus intrigante, est née d'un trimestre inattendu. Le 2
Vieux George Pennington, le jardinier taciturne qui entretenait les roses du cimetière, mentionna avec désinvolture qu'il avait vu quelqu'un caché près de la jetée le soir du festival. Un homme, dit-il, mais pas le commandant. Plus petit, plus lourd, portant une casquette baissée. Et que faisait-il, monsieur Pennington? Demanda gentiment Miss Marple lorsqu'elle le surprit en train de tailler les rosiers. George grogna en s'essuyant les mains avec un chiffon en lambeaux, en attendant, genre, en regardant. Puis, quand tout le chahut est arrivé avec le feu, il est parti vite comme une fouine. Intéressant, dit Miss Marple en hochant la tête. Un homme plus lourd caché près de la jetée. Cela devenait plus clair. Le commandant ne s'était pas simplement égaré. Il avait été rencontré, peut-être dans une embuscade, par plus d'une personne. Le village restait cependant désireux de s'accrocher à des explications plus simples. Vers midi, le sergent Craig, en consultation avec le vicaire Allerton et Madame Bertram, qui, malgré ses protestations, adorait être consultée, avait provisoirement formulé une théorie. Le jeune Peter Moffat avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû, peut-être même une dispute entre le commandant et Betty Vane, et avait inventé le mystérieux étranger pour détourner l'attention. Il s'apprêtait à interroger Betty formellement lorsque Miss Marple intervint, toujours aussi subtilement. « Vous savez, sergent, dit-elle doucement, s'arrêtant près de la porte du cimetière alors que les villageois se rassemblaient, il me semble que si le jeune Peter inventait des histoires, il se donnerait l'air moins impliqué, pas plus. Les enfants sont très intelligents dans ce domaine. » Le sergent Craig la regarda, la bouche légèrement ouverte. « Et quant à la pauvre Betty, poursuivit Miss Marple en ajustant les poignets de son cardigan, les jeunes filles pleurent lors des festivals. À cause des béguins, des rubans perdus, des chaussures abîmées, ce n'est pas vraiment l'affaire. D'un crime. » Le vicaire toussa maladroitement. Madame Bertram avait l'air insatisfaite, mais s'est abstenue de discuter. Miss Marple sourit intérieurement en s'éloignant. La diversion était parfois aussi importante que la déduction, car Miss Marple n'avait aucun doute. Le véritable suspect se trouvait ailleurs. Quelqu'un d'assez intelligent pour rester en périphérie. Quelqu'un dont la présence était passée presque inaperçue au milieu de l'excitation. Elle repensa à l'homme corpulent que George avait décrit et à l'enquête du commandant Leward sur Madame Eric. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit une visite discrète au bureau des archives locales de la ville voisine, prenant le bus sous prétexte de rendre visite à un ami malade. Le bureau des archives était un endroit poussiéreux et endormi, avec ses registres reliés, en cuir craquelé et ses employés enclins à dormir après le déjeuner. Miss Marple, cependant, s'est montrée efficace. Avec un peu d'incitation douce et beaucoup de murmures polis, elle a découvert ce qu'elle soupçonnait. 20 ans plus tôt, Madame Helena Herrick vivait à proximité de Stoke Chalcot, un village situé à seulement 5 kilomètres de Netherley, Cove.elle avait été mariée à un certain capitaine Lionel Herrick, renvoyé de manière déshonorante de la Royal Navy pour conduite inconvenante. Après un procès bref et scandaleux impliquant des accusations de contrebande et de fraude, le capitaine Herrick avait disparu, présumé mort. Sa femme, veuve et démunie, avait déménagé peu après. Aucune autre trace de l'un ou de l'autre n'a été enregistrée. Miss Marple resta assise immobile pendant un long moment. Capitaine Lionel Herrick, un officier de marine en disgrâce. Commandant Philip Leward, un homme respecté. Peut-être les deux faces d'une même médaille. La tempête qui s'abattait sur Netherley Cove n'était pas naturelle. C'était l'ombre d'une très vieille trahison, et peut-être d'une vengeance encore plus ancienne. À son retour au village, le soleil se couchait dans un éclat doré et se levait à travers les champs. Pourtant, Miss Marple n'y sentait aucune chaleur. Elle savait, mais les autres ne le savaient pas, que le véritable drame ne faisait que commencer. Il y avait encore des secrets cachés derrière les façades paisibles de Netherley Cove, des secrets plus sombres et plus dangereux que ce que les villageois pouvaient imaginer. Et Miss Marple, soignée et sans prétention,
Son sac à tricot, se balançant doucement à ses côtés, se préparait déjà à tous les démêlés. Le lendemain matin, le temps était clair et frais, un vent violent soufflant de la Manche, faisant trembler les fenêtres de Rose Cottage. Miss Marple, déjà levée et habillée, était assise à la petite table de la cuisine et lisait une lettre arrivée par le premier courrier. C'était de M. Sidney Phelps, son avocat de connaissance. Écrit de sa main méticuleuse, il confirmait une grande partie de ce qu'elle soupçonnait déjà. Helena Eric avait effectivement existé, avait brièvement vécu dans la région, et la rumeur disait qu'elle avait disparu après la disgrâce de son mari. Aucun acte de décès n'avait jamais été délivré pour Lionel Eric. La lettre se terminait par une curieuse note. Cela peut vous intéresser de savoir, Miss Marple, que Lionel Eric était souvent associé à un symbole particulier, la lavande. On disait que partout où il séjournait, il laissait derrière lui un brin de lavande comme carte de visite. Particulière, Miss Marple déposa lentement la lettre, un petit froncement de sourcils fronçant les sourcils. Lavande, le souvenir surgit, vif et précis, du brin glissé entre les pages de « La tempête » à bord du spectre marin. Un marque-page inhabituel pour un marin, à moins que cela n'ait été délibéré, une signature, un message, ou peut-être un avertissement. Miss Marple plia soigneusement la lettre et la plaça dans son réticule. Aujourd'hui, décida-t-elle, il était temps de visiter le spectre marin une fois de plus. Sur le quai, elle trouva déjà le sergent Craig, debout maladroitement sur le pont et examinant les cordes soigneusement enroulées d'un air impuissant. « Bonjour, Miss Marple, dit-il en rougissant un peu. Je vérifie juste à nouveau, tout ce que nous avons manqué. Une sage précaution, dit agréablement Miss Marple en montant à bord. Souvent, les plus petites choses sont les plus importantes. Elle se déplaçait sur le pont sans but apparent, mais ses yeux ne manquèrent de rien. Là, près du gouvernail, un petit éclair de couleur attira son attention. Accroupie, elle trouva, niché presque invisiblement entre les planches, un brin de lavande fin et cassant. Elle n'y a pas touché immédiatement. Au lieu de cela, elle observa la façon dont il avait été soigneusement coincé entre deux planches, presque comme s'il avait été placé là intentionnellement pour échapper aux regards indiscrets. Le sergent Craig regarda par-dessus son épaule. « Juste une fleur, dit-il avec dédain. « Peut-être, murmura Miss Marple, ou peut-être une signature. » Elle se redressa, époussetant ses jupes. « Je me demande, sergent, dit-elle pensivement, avez-vous pensé à qui, à part le commandant Leeward, aurait pu avoir accès à ce bateau après le festival ?» Le sergent Craig fronça les sourcils. « Il était verrouillé, mais la clé a été trouvée dans son sac polochon. Et avant qu'il ne soit verrouillé, n'importe qui aurait pu monter à bord, a-t-il admis à contre-cœur. Pendant le festival, il y avait du monde partout. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Alors peut-être ne devons-nous pas considérer qu'y rechercher le commandant est parti, mais qui aurait pu avoir des affaires inachevées avec lui, remontant à de nombreuses années. » Le sergent Craig cligna des yeux, visiblement déconcerté. Miss Marple le laissa réfléchir et retourna le long de la jetée. Elle en avait assez vu pour aujourd'hui. Ce soir-là, elle a assisté à une autre réunion aux bras en bois flottés, non pas pour boire ou manger, mais simplement pour écouter. Les villageois, inconscients des courants sous-jacents plus profonds, qui tourbillonnaient derrière leur commérage, ont continué à échanger des théories. « Ça doit être un accident, déclara obstinément M. Spenlow. Je suis tombé de la falaise. Cela arrive tout le temps. Ou il s'est enfui, a répliqué Madame Lumley. Peut-être qu'il devait de l'argent, peut-être qu'il n'était même pas celui qu'il prétendait être, dit sombrement Agnès Hartnell. Les marins racontent des histoires. Il aurait pu être n'importe qui. Miss Marple, sirotant son thé léger, rangea ses théories, notant particulièrement le commentaire d'Agnès. Parce qu'en effet, le commandant Philip Leeward n'était peut-être pas celui qu'il prétendait être. Et le brin de lavande suggérait un lien avec Lionel Herrick, un homme que l'on croyait mort depuis longtemps,
Si Lionel Herrick vivait encore, ou si un de ses proches vivait, alors l'apparition soudaine du commandant Leward, posant des questions dangereuses sur Madame Herrick, aurait pu provoquer la panique. Ou pire, c'est alors qu'elle remarqua une chose curieuse. Assis dans un coin éloigné du salon se trouvait un homme que Miss Marple ne reconnaissait pas, robuste, portant un manteau sombre malgré la chaleur, avec une casquette baissée sur le front. Il ne parlait à personne, buvait lentement une pinte et gardait les yeux baissés. Lorsque Madame Bertram s'est approchée pour débarrasser les tables voisines, il a marmonné quelque chose d'inaudible et s'est penché davantage sur sa chaise. Les yeux bleu pâle de Miss Marple se sont aiguisés. L'homme corpulent de la jetée, serait-ce possible? Elle resta assise un peu plus longtemps, tricotant tranquillement, semblant ne pas remarquer l'étranger. Lorsqu'il se leva enfin et sortit dans le crépuscule, Miss Marple rassembla ses affaires et la suivit, à distance, prudente. L'homme ne s'est dirigé vers aucun chalet ni vers le green. Au lieu de cela, il a emprunté la route en pente en direction du vieux hangar à bateaux, une structure en ruine qui n'avait pas été réellement utilisée depuis des décennies. Miss Marple le regardait depuis l'ombre alors qu'il fouillait, avec une clé et disparaissait à l'intérieur. Alors il s'était réfugié là-bas. Elle retourna tranquillement à Rose Cottage, l'esprit bourdonnant. Demain, décida-t-elle, elle parlerait à nouveau à Betty Vane. La jeune fille savait quelque chose. Miss Marple en était certaine. Quelque chose qu'elle était trop effrayée pour révéler. Le brin de lavande avait confirmé les soupçons les plus profonds de Miss Marple. Le crime actuel était inexorablement lié au péché du passé. Le commandant Leward était venu chercher des réponses. Au lieu de cela, il s'était dirigé droit vers une tempête, et le pire de la tempête, craignait Miss Marple, était encore à venir. Le lendemain de son observation tranquille de l'étranger aux bras en bois flottés, Miss Marple se retrouva devant la porte du jardin de la maison Vane. La maison Vane, soigneusement nichée derrière une épaisse haie d'aubépine, offrait toutes les apparences d'une maison prospère et irréprochable. De la peinture fraîche brillait sur les volets, et des roses trémières se balançaient au-dessus du muret de pierre. Mais Miss Marple, sage par nature humaine, savait que le mal ne s'annonçait pas toujours par la violence et la ruine. Parfois, il se cachait derrière des jardins bien entretenus et des heurtoirs en laiton poli. Madame Vane ouvrit la porte, le visage tendu par la suspicion. « Bonjour » dit gentiment Miss Marple, les mains croisées sur son sac à main. « Je me demandais si je pouvais parler à Betty. Une petite faveur, s'il vous plaît. » Madame Vane hésita, mais refuser catégoriquement Miss Marple aurait été une violation. Des bonnes manières du village trop flagrantes pour être tentées. Elle hocha la tête avec raideur et appela les escaliers. Betty descendit lentement. Son visage était pâle et tiré, et elle serrait la rampe comme si elle pouvait l'ancrer dans le monde. Miss Marple, toujours douce, souriait chaleureusement. « Une petite promenade, ma chérie » suggéra-t-elle. « L'air est plutôt vivifiant ce matin. » Madame Vane fit un mouvement comme pour protester, mais le regard serein et implacable de Miss Marple l'en dissuada. Quelques instants plus tard, Betty et Miss Marple marchèrent le long du chemin étroit qui menait vers les falaises. Ils se promenèrent en silence pendant un moment, le vent salin tirant sur leurs jupes. Finalement, Miss Marple parla, sa voix douce. « Tu sais, Betty, je trouve souvent qu'il est plus facile de confier son cœur à un étranger, quelqu'un qui n'est ni un parent ni un ami, mais simplement une oreille attentive. » Betty ne dit rien, mais ses mains se tordirent devant elle. « Je me posais des questions, » continua Miss Marple comme paresseusement, « au sujet du commandant Leward. Il semblait vous accorder une attention particulière au festival. » Le visage de Betty se plissa et, à la douce horreur de Miss Marple, elle fondit en larmes. « Je n'ai rien fait de mal, » elle a sangloté. « Je ne le connaissais même pas, je le jure !» Miss Marple sortit un mouchoir de son réticule et le mit entre les mains de la jeune fille. « Là, murmura-t-elle. « Personne ne pense que vous avez fait quelque chose de mal, ma chère.
Mais peut-être avez-vous vu quelque chose ou quelqu'un ?» Betty déglutit et hocha misérablement la tête. « Après avoir dansé, murmura-t-elle, je suis allée au bord du green, près des arbres. J'avais besoin de respirer, il faisait si chaud et tout le monde me regardait. » Elle s'arrêta, tordant le mouchoir. « J'ai vu le commandant Leeward parler à un homme, pas du village. Il était corpulent, portant un manteau sombre et une casquette. Ils se disputaient. L'homme n'arrêtait pas de saisir le bras du commandant. Miss Marple écoutait attentivement. « Et puis ?» demanda-t-elle doucement. Le commandant Leeward l'a repoussé. Il a dit quelque chose comme « Je sais qui vous êtes, et je ne serai pas menacé. » Et puis il est parti en direction de la jetée. La voix de Betty se transforma en un murmure terrifié. L'autre homme la suivit. Le cœur de Miss Marple battait un peu plus vite, même si son visage restait calme. « Et tu ne l'as dit à personne ?» demanda-t-elle doucement. Betty secoua violemment la tête. « J'avais peur, et maman, elle m'a dit d'oublier ça, que ce n'était pas nos affaires. Elle a dit que les ennuis arrivent à ceux qui mettent leur nez là où ils n'ont pas leur place. » Miss Marple lui tapota gentiment la main. « Ta mère souhaitait seulement te protéger, j'en suis sûr. Mais tu as été très courageuse de me le dire. » Ils revinrent lentement. Miss Marple plongeait dans ses pensées. L'homme corpulent décrit par Betty correspondait à l'étranger du Driftwood, l'homme que Miss Marple avait vu se glisser dans le hangar à bateau abandonné. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais pour former une image sombre et enchevêtrée. De retour à Rose Cottage, Miss Marple trouva Alicia qui attendait, le visage anxieux. « Jane, dit-elle aussitôt, tu ne le devineras jamais. Le jeune Peter Moffat a disparu. » Le sang de Miss Marple se glaça. « Quand ?»« Ce matin. Il était censé aider M. Pennington dans le cimetière, mais il ne s'est jamais présenté. Sa mère. Tite Ordell. » Miss Marple réfléchit rapidement. Le jeune Peter, le seul autre témoin de l'étranger, avait disparu. Coïncidence? Miss Marple en doutait beaucoup. Un sentiment d'urgence l'accéléra alors qu'elle se dirigeait vers le hangar à bateau. Le bâtiment se dressait devant nous, ses fenêtres barricadées, sa peinture s'écaillant en longues boucles sur l'encadrement de la porte. Pourtant, alors que Miss Marple s'approchait, elle crut capter un mouvement, une ombre derrière l'une des planches cassées. Prudemment, elle s'approcha. À l'intérieur, une odeur de vieux bois humide emplissait l'air. Des grains de poussière dansaient dans les faisceaux de lumière oblique, à travers les fissures. Au début, l'endroit semblait vide. Mais ensuite, derrière une pile de caisses pourries, un son étouffé était venu, un gémissement. Miss Marple se précipita, le cœur battant. Attaché à une chaise, la bouche bâillonnée par un chiffon sale, se trouvait le jeune Peter Moffat. Ses yeux étaient écarquillés de peur, mais sinon il semblait indemne. Miss Marple effectuait un travail rapide sur les cordes avec un couteau de poche qu'elle portait toujours, une habitude née d'une longue expérience avec les fils emmêlés, mais qui sert désormais un objectif bien plus grave. « Chut !» l'apaisa-t-elle. « Tu es en sécurité maintenant. » Peter déglutit et hocha la tête, des larmes coulant sur son visage sale. « Qui a fait ça, Peter ?» demanda doucement Miss Marple, même si elle soupçonnait déjà la réponse. « L'homme du pub, » balbutia Peter. « J'ai dit que j'en avais trop vu. J'ai dit que je devrais me taire. » Miss Marple lui tapota l'épaule. « Vous avez été très courageux, » dit-elle. « Maintenant, viens, rentrons à la maison. » Alors qu'il sortait au soleil, Miss Marple s'autorisa un petit sourire sombre. La main cachée derrière la disparition du commandant Leeward s'était enfin révélée, de manière imprudente, mais indubitable. La tempête qui couvait sur Netherley Cove commençait à éclater, et Miss Marple, avec toute sa détermination tranquille et implacable, était prête à aller jusqu'au bout. À midi, le village bourdonnait d'une nouvelle excitation. La nouvelle du calvaire de Peter Moffat s'était répandue à une vitesse étonnante. Les mères serraient leurs enfants plus fort, les hommes marchaient en groupe plutôt que seuls. Un sentiment palpable de menace envahissait Netherley Cove, perturbant ses routines bien rangées. Miss Marple
après avoir vu Peter revenir sain et sauf auprès de sa mère en pleurs, éprouva une tranquille satisfaction en sachant que ses prochaines étapes devaient être évaluées avec beaucoup de soin. Ils étaient maintenant proches, dangereusement proches du cœur du problème. Le sergent Craig, rouge et troublé, a convoqué une réunion d'urgence à la sacristie. Tous les principaux villageois furent convoqués. Madame Bertram, Monsieur Spenlow, Madame Lumley, Agnès Hartnell et même la famille Vane aux lèvres pincées et pâles. L'étranger du bras en bois flotté, l'homme corpulent au manteau sombre, avait disparu du village. Une fouille minutieuse du hangar à bateau n'a révélé que de la literie en lambeaux, une miche de pain à moitié mangée et un couteau jeté négligemment. Aucun signe de l'endroit où il était allé. Alors que la réunion commençait, Miss Marple était assise tranquillement au bord de la pièce, tricotant à la main, son attitude calme mais intérieurement alerte. « Je pense, » a déclaré le sergent Craig en s'éclaircissant la gorge, « nous devons accepter le fait que la disparition du commandant Leeward et l'enlèvement du jeune Peter sont liés. Probablement par ceci, cet étranger. » Des murmures se répandirent dans la pièce. « Un étranger !» s'exclama triomphalement Madame Bertram. « Je ne l'ai pas dit, ce sont toujours les étrangers. » Miss Marple ne dit rien. Le sergent Craig a continué. « Nous avons des raisons de croire que cet homme a agressé le commandant Leeward après le festival. Peut-être même. » Il hésita. « L'a tué. » Un frisson collectif parcourut la pièce. M. Spenlow secoua gravement la tête. Une affaire terrible, terrible. Miss Marple jeta un regard de côté à Betty Vane, qui était assise rigidement sur sa chaise, la main de sa mère lui agrippant le poignet. Il y avait encore quelque chose là-bas, quelque chose qui n'était pas encore apparu. La réunion s'éternise peu concluante, ponctuée d'indignation et de peur. Finalement, le sergent Craig les a renvoyés en leur promettant de nouvelles fouilles et en les avertissant de rester à l'intérieur après la tombée de la nuit. Miss Marple, qui s'attardait au bord du green, attira le regard de Betty, Van alors que les villageois se dispersaient. « Betty, ma chérie, dit-elle doucement, puis-je avoir un autre mot ?» La jeune fille hésita, puis, jetant un regard nerveux à sa mère, hocha la tête. Ils se dirigèrent vers le vieux pont de pierre, à l'extrémité du village, hors de portée de voix. « Il y a quelque chose que vous ne m'avez pas dit, » dit gentiment Miss Marple. « Quelque chose à propos de cette nuit-là. » La lèvre de Betty trembla. « Je pensais que ça n'avait pas d'importance, » murmura-t-elle. « Je pensais que si je disais quelque chose, cela ne ferait qu'empirer les choses. » Miss Marple lui tapota la main. « Parfois, » dit-elle doucement, « la seule façon d'améliorer les choses est d'être vraiment très courageux. » Betty déglutit et hocha la tête. « J'ai vu, après que le commandant Leeward soit parti avec cet homme, j'ai vu Madame Lumley. » Les sourcils de Miss Marple se haussèrent légèrement. « Madame Lumley ?» Betty hocha farouchement la tête. Elle était près du sentier de la falaise. Elle avait quelque chose dans les mains, comme des papiers ou des lettres. Elle avait l'air tellement en colère. Et quand elle m'a vu, elle les a mis dans son sac et s'est dépêchée de partir. L'esprit de Miss Marple s'emballait. Madame Lumley, la femme du boulanger apparemment sans importance, près des falaises, portant des documents. La nuit où le commandant Leeward a disparu, la toile était plus épaisse qu'elle ne l'avait imaginé. Plus tard dans l'après-midi, sous prétexte de commander des gâteaux aux graines pour la prochaine garden party d'Alicia, Miss Marple s'est rendue à la boulangerie. Madame Lumley, rondelette et aux joues roses, s'affairait derrière le comptoir. Mais à la vue de Miss Marple, une lueur de nervosité traversa son visage. « Bon après-midi, Madame Lumley, » dit gentiment Miss Marple. « Je me demande, pourriez-vous gérer une douzaine de gâteaux aux graines d'ici vendredi ?»« Bien sûr, Miss Marple, bien sûr, » dit Madame Lumley en époussetant ses mains sur son tablier. « Et si vous pouviez aussi vous procurer des biscuits à la lavande, » ajouta Miss Marple avec désinvolture. « Il serait très apprécié. » Le commandant Leeward semblait adorer la lavande. L'effet fut immédiat. Madame Lumley se figea, son visage perdant ses couleurs. «
Je n'en sais rien, balbutia-t-elle. Miss Marple sourit doucement. Oh, mais je pense que oui, ma chérie. Madame, Lumley agrippa le bord du comptoir. Je ne voulais pas, commença-t-elle, puis hésita. La voix de Miss Marple était douce mais ferme. Parfois, dit-elle, nous sommes entraînés dans des choses qui échappent à notre contrôle. Mais il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Les larmes montèrent aux yeux de Madame Lumley. Je voulais seulement aider, elle a éclaté. Ça n'était pas censé se passer comme ça. Miss Marple attendit patiemment. Je l'ai reconnu, murmura Madame Lumley. Le commandant. Il n'était pas là juste pour des vacances. Il cherchait Lionel Eric, mon oncle. Le cœur de Miss Marple s'accéléra. Votre oncle, répéta-t-elle. Madame Lumley hocha misérablement la tête. Le frère de ma mère. Nous n'avons jamais parlé de lui après la disgrâce. C'était une chose honteuse. Mère nous a même interdit de prononcer son nom. Mais il n'est pas mort, il a disparu et est parti à l'étranger, pensions-nous. Tout a recommencé. Et tu le savais? Demanda gentiment Miss Marple. J'ai trouvé des lettres, a déclaré Madame Lumley, la voix tremblante. Les vieux, cachés dans les affaires de ma mère après sa mort. Des lettres de Lionel, il voulait rentrer à la maison. Et quand le commandant Leeward est arrivé à Netherley Cove, j'ai paniqué, murmure-t-elle. Je pensais que s'il retrouvait Lionel, tout serait à nouveau bouleversé. Notre nom de famille serait ruiné partout. Alors vous avez essayé? De l'arrêter, a déclaré Miss Marple. Madame Lumley hocha la tête, les larmes coulant à flots. J'ai donné rendez-vous à lui. Je voulais lui expliquer. Le supplier de laisser tomber. J'ai attendu près des falaises. Mais j'ai perdu mon sang-froid. Je me suis enfui. Et l'homme? Insista Miss Marple. Madame Lumley secoua la tête, impuissante. Je ne le connais pas, je le jure. Il a dû suivre le commandant Leeward aussi. Miss Marple absorba cela en silence. Donc, Madame Lumley était coupable, oui, mais pas de violence. Sa peur l'avait conduite au silence, pas au meurtre. Ce qui signifiait que le véritable méchant, l'étranger costaud, était toujours en liberté. Et Lionel Herrick, ou quelqu'un qui lui était lié, était la clé. Cette nuit-là, alors qu'une brume froide dérivait de la mer, une silhouette se déplaçait dans les ombres de Netherley Cove, invisible, mais non inaperçue, et Miss Marple, assise près du feu à Rose Cottage, aiguisant tranquillement ses aiguilles à tricoter, savait que la confrontation finale approchait. La tempête n'était pas terminée. Pas encore. La brume qui recouvrait Netherley Cove ce soir-là semblait presque vivante. Des vrilles grises rampantes qui adoucissaient les bords du village, brouillant. La frontière entre la mer et le ciel, la terre et l'eau, le passé et le présent. Miss Marple était assise calmement près du feu à Rose Cottage, son tricot intact sur ses genoux. Son esprit, cependant, était tout sauf calme. Le tableau était presque complet. Il ne restait qu'une seule pièce. Identifier l'homme qui avait suivi le commandant Leeward jusqu'aux falaises, l'homme qui l'avait fait taire, et qui avait presque fait taire le jeune Peter Moffat. Et elle avait un plan. Cela avait pris forme cet après-midi-là en discutant avec Madame Lumley, se cristallisant avec une certaine fatalité. Miss Marple comprenait l'esprit criminel. Impulsif, lâche et, une fois pressé, souvent désespérément stupide. La peur était le levier qu'elle utiliserait. Elle se leva et se dirigea vers le bureau. Avec un soin délibéré, elle rédigea une courte note et la plaça dans une enveloppe non scellée. « Je sais qui tu es. Retrouve-moi au hangar à bateau ce soir à 10 heures. Viens seul. » Le message, elle le savait, trouverait son chemin entre les bonnes mains. Les ragots constituaient la circulation sanguine de Netherley Cove et une allusion stratégique à l'existence du bras en bois flotté a veillé à ce que les nouvelles et la peur se propagent assez rapidement. À 10 heures moins le quart précisément, enveloppée dans son épais châle marron, Miss Marple se glissa hors de Rose Cottage et se dirigea vers le hangar à bateau à travers les champs humides. La brume était plus épaisse maintenant, étouffant ses pas et avalant les lumières.
du village derrière elle. Seul le soupir rythmé de la mer lui tenait compagnie. Le hangar à bateau se profilait devant nous, une ombre plus noire sur le brouillard. Miss Marple se déplaça avec précaution, évitant le chemin évident, se tournant vers une petite fenêtre à l'arrière. De là, elle pouvait regarder sans être vue. Les minutes s'allongeaient, lourdes de tension. Puis à 10 heures précises, une silhouette apparut. Trapu, manteau bien serré, casquette basse. Il s'arrêta devant la porte, jeta un coup d'œil, furtif autour de lui, puis se glissa à l'intérieur. Miss Marple sourit faiblement. Le piège était tendu. Elle attendit encore 5 minutes, bien sûr, puis se dirigea vers l'avant sans bruit de pas. À l'intérieur, l'homme se tenait près du centre de la pièce poussiéreuse, scrutant l'obscurité. « Qui est là ?» grogna-t-il. Miss Marple franchit la porte, sa silhouette encadrée par la brume. « Bonsoir, » dit-elle doucement. « Ou peut-être... »« Bonsoir, monsieur Eric. » La tête de l'homme se releva brusquement. « De quoi parles-tu » grogna-t-il. « Je pense que vous le savez, » dit Miss Marple d'une voix douce. « Le commandant Leeward le savait aussi, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous l'avez suivi depuis le festival. C'est pourquoi vous l'avez rencontré près des falaises. » Les poings de l'homme se serrèrent. « Tu ne sais rien, siffla-t-il. »« Mais oui, » dit calmement Miss Marple. « Je sais que vous êtes Lionel Herrick, ou quelqu'un agissant en son nom, et que vous aviez de très bonnes raisons de vouloir faire taire le commandant Leeward. » L'homme fit un pas en avant, menaçant. Miss Marple a tenu bon, l'image même d'un courage fragile. « Vous voyez, » a-t-elle poursuivi, « le commandant Leeward n'enquêtait pas simplement par curiosité. Il détenait des informations, vous liant à certaines activités de guerre, contrebande, contrefaçon, trahison. Il avait l'intention de vous dénoncer. » Le visage de l'homme se tordit. Il allait tout gâcher, il a craché. « J'ai construit une nouvelle vie, j'ai payé 100 fois mes erreurs. » Miss Marple secoua tristement la tête. « S'enfuir n'est pas la même chose qu'expier, monsieur Herrick. » Pendant un moment, elle crut qu'il pourrait la frapper. Mais ensuite, des pas retentirent à l'extérieur, fermes, autoritaires, et le sergent Craig, accompagné de 2 agents, entra dans l'embrasure de la porte, revolver dégainé. « Cela fera l'affaire, monsieur, » dit sombrement le sergent. « Craig, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre présumé du commandant Philip Leeward et l'enlèvement de Peter Moffat. » L'homme s'affaissa, le combat s'épuisant. « Tu ne le prouveras jamais, » marmonna-t-il. Miss Marple sourit doucement. « Mais vous voyez, dit-elle, vous l'avez déjà fait. » Le lendemain matin, la brume s'est dissipée et Netherley Cove a respiré à nouveau. Le corps du commandant Leeward a été retrouvé au pied des falaises, battu mais indubitable. L'examen a montré des ecchymoses correspondant à une lutte et des empreintes digitales sur sa veste correspondant à celles de Lionel Herrick. Les brins de lavande, trouvés tous deux sur le spectre marin et au hangar à bateau, ont été acceptés comme preuve supplémentaire d'identité. C'était clair. Lionel Herrick avait tué le commandant Leeward pour empêcher que son passé ne soit révélé, puis avait eu recours aux menaces et à la violence pour brouiller les pistes. Il s'était caché pendant 2 décennies, pour ensuite être défait par un brin de lavande et une vieille dame aux yeux perçants. Plus tard dans la semaine, alors que le village reprenait lentement ses habitudes, Miss Marple s'assit une fois de plus au bras en bois flotté, une nouvelle théière devant elle. Madame Bertram, débordante d'énergie, se laissa tomber en face d'elle. « Vous savez, Miss Marple, dit-elle, vous êtes vraiment remarquable. » Miss Marple sourit modestement. « On se contente d'observer, Madame Bertram. La nature humaine, après tout, est à peu près la même partout. » Madame Bertram soupira. « Je suppose que c'est vrai. Pourtant, nous avons de la chance de vous avoir. » Miss Marple sirota son thé. « Pas de chance, Madame Bertram, simplement de l'expérience. » Elle regardait par la fenêtre la paisible verdure du village, où les enfants jouaient à nouveau sous les banderoles flottantes et les pêcheurs réparaissent leurs filets sur la jetée. La tempête était passée. Mais Miss Marple, sage et vigilante,
savait que cela reviendrait. Cela a toujours été le cas, lorsqu'il s'agissait du cœur humain, et quand ce serait le cas, elle serait prête. C'est quelques jours plus tard, dans le cadre confortable et familier de la sacristie de l'église, que Miss Marple donna son explication. Les villageois, désormais habitués à se rassembler à tout moment lorsque le drame bouleversait leur paisible routine, remplissèrent la pièce d'un bourdonnement silencieux et impatient. Le sergent Craig se tenait maladroitement devant, un cahier à la main, tandis que le vicaire Allerton, le visage solennel, présidait comme une sorte d'autorité morale. Madame Bertram, Madame Lumley, Monsieur Spenlow, Agnès Hartnell et bien d'autres ont rempli les bancs. Même Madame Vane était assise raide dans un coin, tenant fermement la main de Betty. Miss Marple, vêtue de son joli cardigan gris et de son chapeau pratique, paraissait très petite et très inoffensive lorsqu'elle s'avançait, mais ses yeux bleus brillaient d'intelligence. Commença-t-elle simplement. « Vous voyez, dit-elle, ce crime n'est pas né du jour au lendemain. Il est le résultat de blessures qui ont suppuré pendant de nombreuses années. » La salle retint son souffle. Le commandant Philip Leward, a poursuivi Miss Marple, ne passait pas seulement par Netherley Cove. C'était un homme en mission, une mission pour découvrir la vérité sur Lionel Herrick. Plusieurs villageois haletèrent bruyamment. Miss Marple hocha doucement la tête. Oui, Lionel Herrick. Il y a 20 ans, il a été déshonoré de la Royal Navy sous de graves accusations de contrebande, de fraude et de manquement au devoir. Plutôt que d'être traduit en cour martiale, il a disparu. Son épouse, Madame Helena Herrick, a quitté la région peu de temps après, et aucune trace officielle de la mort de Lionel n'a jamais été établie. Elle laissa le silence s'installer avant de continuer. Le commandant Leward avait des raisons de croire que Lionel Herrick était vivant et se cachait quelque part près de Netherley Cove. Il est venu ici discrètement, posant des questions, dans l'espoir de localiser Helena Herrick ou toute personne liée à elle. Ce faisant, il a involontairement perturbé de vieilles peurs. Madame Lumley était devenue pâle comme du parchemin. Elle s'agrippa au bord de son siège. La voix de Miss Marple s'adoucit. « Madame Lumley, votre peur était compréhensible. La découverte de ces vieilles lettres a dû être très douloureuse. Vous avez essayé de protéger le nom de votre famille, mais la peur vous a conduit à des actions irréfléchies. Vous avez donné rendez-vous au commandant près des falaises cette nuit-là, avec l'intention de le supplier d'abandonner ses recherches. » Madame Lumley se couvrit le visage de ses mains. Mais le ton de Miss Marple était gentil et non accusateur. Vous avez perdu courage et vous avez fui, mais quelqu'un d'autre vous regardait. Elle fit une pause, laissant ses mots pénétrer. L'homme que nous connaissions comme l'étranger costaud, l'homme que Peter Moffat a vu près de la jetée et que Betty Vane a aperçu lors d'une vive dispute avec le commandant Leward, était bien Lionel Herrick lui-même. Un murmure collectif s'élève. Il était revenu au village sous une fausse identité, vivant tranquillement à l'étranger pendant de nombreuses années, mais s'en est retiré récemment, peut-être par culpabilité, peut-être par les circonstances. Il s'est rendu compte que l'enquête du commandant Leward menaçait de l'exposer, et cette exposition signifiait la ruine de la nouvelle vie qu'il avait minutieusement construite. La voix de Miss Marple se fit plus ferme. Il a donc affronté le commandant Leward après le festival, peut-être dans le seul but de l'intimider. Mais les esprits se sont enflammés. Ils ont lutté. Et quelque part le long du chemin de la falaise, le commandant Leward est tombé ou a été poussé jusqu'à la mort. Les villageois restèrent figés, absorbant l'énormité de la situation. Mais le meurtre, dit doucement Miss Marple, est rarement un acte isolé. La peur se nourrit d'elle-même. Après avoir réalisé que le jeune Peter en avait trop vu, Lionel Herrick l'a enlevé pour l'empêcher de parler, un acte désespéré et maladroit qui a révélé bien plus qu'il n'a caché. Elle croisa les mains, sa voix redevenant presque douce. Même les plus petits détails l'ont trahi. Les brins de lavande, symbole associé à Lionel Herrick il y a longtemps, trouvé à bord du spectre marin et au hangar à bateau. Une habitude.
sentimentale qu'il n'a pas pu effacer entièrement. Le sergent Craig s'éclaircit la gorge et s'avança. « Nous avons depuis confirmé la concordance des empreintes digitales, a-t-il déclaré. Cela ne fait aucun doute. Lionel Herrick vivait sous un faux nom à l'étranger depuis des années. Il est récemment revenu en Angleterre. » Miss Marple inclina modestement la tête. « Le passé a toujours une façon de rattraper son retard, a-t-elle déclaré, surtout quand la culpabilité est à la racine. » Un lourd silence s'installa. Madame Lumley sanglotait doucement. Madame Vane serra la main de Betty, toutes deux semblant à la fois perplexes et soulagées. Finalement, M. Spenlow, s'éclaircissant la gorge, a demandé ce que beaucoup pensaient. « Mais pourquoi Netherley Cove? Pourquoi revenir ici ?» L'expression de Miss Marple devint pensive. « Peut-être, a-t-elle dit, parce qu'en fin de compte, nous avons tous envie de rentrer à la maison, même si nous savons que notre pays ne nous pardonnera pas. Ou peut-être que c'était un simple hasard. Quoi qu'il en soit, les enquêtes du commandant Leward ont forcé la confrontation. La sacristie était lourde du poids des révélations. Les visages familiers de Netherley Cove semblaient maintenant légèrement modifiés. Des ombres et des secrets s'étaient glissés derrière leurs extérieurs confortables. Miss Marple se tourna vers le sergent Craig. « J'imagine, dit-elle doucement, que de nouvelles enquêtes sur les activités de Herrick à l'étranger en révéleront davantage. De la contrebande, je soupçonne. Peut-être d'autres crimes, mais son sort, je pense, est scellé. » Le sergent Craig hocha gravement la tête. Cette fois, il n'y aura pas d'échappatoire à la justice. Alors que les villageois commençaient à murmurer entre eux, certains de tristesse, d'autres de soulagement, Miss Marple rassembla tranquillement ses « affaires ». Elle n'avait aucun désir d'éloge ou d'admiration. Résoudre des énigmes humaines n'était pas pour la gloire, c'était simplement ce qu'elle faisait, et avait toujours fait. Dehors, la brume s'était enfin dissipée. Le soleil brillait sur les champs verts, la mer étincelait au loin. La vie à Netherley Cove allait inévitablement reprendre son rythme doux, mais ceux qui ont vécu cette tempête n'oublieront jamais à quel point l'obscurité était proche de chez eux. Une petite dame sans prétention, avec un esprit vif comme n'importe quel poignard et un cœur plein de compréhension, s'était tenue entre eux et l'abîme. Miss Marple, marchant d'un pas régulier dans la ruelle du village, s'autorisa un petit sourire. La nature humaine était infiniment complexe, mais certaines choses, elle le savait, ne changeraient jamais. Les jours qui suivirent l'arrestation de Lionel Herrick se passèrent dans un curieux mélange de soulagement et d'inquiétude à Netherley Cove. C'était comme si le village, encore enveloppé dans la fraîcheur verte et éclatante du début de l'été, essayait de se débarrasser du souvenir des événements sombres, mais se retrouvait pourtant à regarder par-dessus son épaule des ombres qui n'avaient pas encore complètement disparu. Le bras en bois flottait et bourdonnait à nouveau de conversation, même si le ton était plus sobre. Madame Bertram avait remplacé son côté bavard habituel par une sorte de sombre satisfaction. Monsieur Spenlow a continué ses promenades de l'après-midi, mais s'est maintenant arrêté plus souvent pour remarquer que on ne sait jamais vraiment quelle méchanceté se cache sous un extérieur respectable. Madame Lumley, profondément honteuse, mais tranquillement désolée, restait la plupart du temps à l'intérieur, sa boulangerie autrefois animée étant désormais dirigée par sa nièce. Dans la petite église blanchie à la chaux située sur la colline, le vicaire Allerton a prononcé un sermon dominical sur le pardon et le renouveau, ramenant soigneusement sa congrégation vers le confort de la routine. Seule Miss Marple, assise sereinement sur le troisième banc, comprenait vraiment la profondeur des cicatrices, et comment la nature humaine, si polie à l'extérieur, abritait souvent des tempêtes prêtes à éclater. Un après-midi, quelques jours plus tard, Miss Marple prenait tranquillement une tasse de thé dans le jardin ensoleillé de Rose Cottage lorsqu'on frappa doucement à la porte. C'était Betty Vane, les mains nerveusement jointes devant elle. « Entrez, ma chère, dit chaleureusement Miss Marple en posant sa tasse.
Betty hésita un instant, puis entra. « Je voulais te dire merci, » dit-elle timidement. « Pour m'avoir aidé, pour m'avoir cru. » Miss Marple sourit et tendit la main que Betty serra avec une sorte de gratitude désespérée. « Vous avez été très courageux, » dit doucement Miss Marple. « Il n'est jamais facile de dire la vérité quand d'autres préfèrent le silence. » Betty baissa les yeux, tordant la bandoulière de son sac à main. « Mère dit que nous allons déménager, » dit-elle après un moment. « Recommencer quelque part de nouveau. » Les yeux de Miss Marple s'adoucirent. « C'est peut-être sage, » dit-elle. « Mais rappelez-vous, Betty, vous n'êtes pas responsable des actions des autres. Nous portons tous nos fardeaux, mais nous choisissons s'ils nous façonnent. » Betty hocha la tête, refoulant ses larmes. Miss Marple lui serra la main. « Tout ira bien. »« Ma chérie, » dit-elle, « vous avez déjà résisté à une tempête plus grande que beaucoup n'ont jamais été confrontés. » Betty sourit tremblante et partit, son pas un peu plus léger. Miss Marple la regarda partir, le cœur à la fois lourd et plein d'espoir. Les jeunes supportaient souvent le prix des erreurs des vieux. Pourtant, parfois, juste parfois, ils en ressortent de plus forts. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil baissait sur les champs, le sergent Craig est venu nous appeler. Il se tenait maladroitement à la porte, casquette à la main, son visage habituellement rougeaud un peu plus sérieux que d'habitude. Je voulais juste dire « Très bien. Merci, Miss Marple, » dit-il d'un ton bourru. « Je ne serais pas allé au fond des choses sans toi. » Miss Marple, amusée par son inconfort évident, sourit gentiment. « Vous m'accordez trop de crédit, sergent, » dit-elle. « Vous avez admirablement fait votre devoir. » Il rougit. « Pourtant, marmonna-t-il, la façon dont tu as vu à travers tout, ça, c'est comme si tu pouvais lire dans les pensées des gens. » Miss Marple rit doucement. « Pas de problème, sergent, juste du comportement. Les gens vous disent de qui ils sont, si vous savez écouter. » Il hocha la tête pensif. Alors qu'il se tournait pour partir, elle l'appela. « Soyez doux avec le jeune. Peter Moffat, sergent. Il a vécu une expérience effrayante. Un peu de gentillesse lui servira mieux que de la sévérité. » Le sergent Craig toucha sa casquette. « Je m'en souviendrai, Miss Marple. » Elle le regarda partir, sa silhouette bientôt perdue parmi les haies. Le lendemain matin, l'aube était claire et lumineuse, la verdure du village étant à nouveau animée par les rires des enfants et les aboiements des chiens chassant des bâtons. Miss Marple était assise devant Rose Cottage, ses aiguilles à tricoter cliquetant en rythme, un écheveau frais de laine bleue douce sortant de son panier. Alicia, sa cousine, est arrivée en toute hâte avec un plateau de scones. « Jane, tu es vraiment une merveille, » dit-elle tendrement en posant le plateau. Tout le village chante tes louanges. Miss Marple sourit ironiquement. « C'est très gentil, Alicia, même si je trouve que les gens sont généralement plus soulagés, que le drame soit passé, que particulièrement reconnaissant. » Alicia a ri. « Peut-être, mais quand même tu nous as épargné bien des chagrins. » Miss Marple secoua doucement la tête. « J'ai simplement vu ce qui était déjà là, Alicia. Les gens se révèlent, toujours. La fierté, la peur, l'amour, la culpabilité, ils sont aussi clairs pour moi qu'une page imprimée. » Elle fit une pause, ses aiguilles s'arrêtant en plein. « C'est la fierté qui gâche la plupart des choses, » ajouta-t-elle pensivement. « Eric aurait pu vivre tranquillement, peut-être même honorablement, s'il avait accepté d'avouer son passé. Mais l'orgueil l'a rendu désespéré, et le désespoir, eh bien, il mène directement à la ruine. » Alicia secoua la tête avec admiration. « Tu vois vraiment tout, Jane. » Miss Marple rit doucement. « Pas tout, ma chère, juste assez. » Ils restèrent, assis dans un silence amical pendant un moment, le parfum des roses flottant dans l'air chaud, la mer scintillant au loin. Dans les semaines suivantes, Netherley Cove s'est réinstallée sur elle-même. La banderole du festival d'été a finalement été démontée. Le bras en bois flotté reprit ses soirées tranquilles et chargées de potins. La boulangerie a rouvert sous une nouvelle direction, et Madame Van et Betty ont emballé leurs affaires et sont partis dans un modeste chariot, saluant un dernier adieu au village qui les avait façonnés et marqués.
Aucune plaque ni monument n'a marqué le décès du commandant Leeward, bien qu'un simple service ait eu lieu en sa mémoire à l'église. Miss Marple était présente, assise près du fond, la tête baissée. Elle savait mieux que quiconque que le véritable souvenir ne vivait pas dans de grands gestes, mais dans la détermination tranquille de ceux qui refusaient de laisser les ténèbres triompher. Alors qu'elle revenait ensuite le long de la jetée, un vent doux remuant l'ourlet de sa jupe, Miss Marple s'arrêta près de l'amarrage vide où se trouvait le bateau. Spectre marin avait été autrefois attaché. Elle pensa au voyage du commandant, un homme qui avait navigué dans une tempête qu'il ne pouvait pas surmonter, et aux innombrables autres comme lui, passés et futurs, cherchant la vérité, trouvant le péril. La mer s'étendait devant elle, vaste et inconnaissable. Miss Marple sourit faiblement. La nature humaine était à peu près la même. Et elle, petite, vive et inébranlable, continuerait à s'y retrouver comme elle l'a toujours fait avec patience, gentillesse et clarté sans faille. Alors que les mouettes pleuraient au-dessus de nous et que la marée murmurait contre les pierres, Miss Marple se retourna et rentra chez elle, le pas léger, le cœur détendu. Une autre tempête était passée, mais le travail tranquille de compréhension ne finirait jamais. Pas pour elle. Jamais. Les derniers jours dorés de l'été s'installèrent sur Netherley Cove comme une bénédiction. Le village, si récemment secoué par les meurtres et les secrets, avait repris ses doux rythmes. Les enfants couraient à nouveau autour de la place du village. Les bateaux de pêche se balançaient joyeusement sur la jetée et le doux parfum du pain frais s'échappait une fois de plus de la boulangerie rouverte. Mais sous la surface, un changement subtil persistait. Les villageois avaient entrevu les courants les plus sombres qui couraient parfois au-dessous de la nature humaine. Un rappel, livré avec une clarté brutale, que même dans les endroits les plus paisibles, les tempêtes pouvaient se produire inaperçues. Et peut-être que cette connaissance les a rendus un peu plus gentils, un peu plus sages. À Rose Cottage, Miss Marple était assise tranquillement dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, son tricot intact sur ses genoux. Le soleil de fin d'après-midi dessinait des barres dorées à travers la pièce et une théière fumait doucement sur la table d'appoint. Elle lisait une lettre, la confirmation finale du sergent Craig que Lionel Herrick avait avouée. La confession, comme elle s'y attendait, n'était ni grandiose ni dramatique. Acculé par la culpabilité, par la peur et par la patience implacable de la toile silencieuse de Miss Marple, Herrick avait finalement admis avoir affronté le commandant Leeward. La lutte près des falaises avait été brève, brutale et fatale. L'enlèvement de Peter Moffat était une tentative désespérée et maladroite de protéger son secret un peu plus longtemps. Mais la peur, comme Miss Marple le savait, était un piètre bouclier contre la justice. Herrick serait jugé. La clôture, au sens juridique du terme, viendrait. Mais pour le village, la véritable guérison réside ailleurs, dans la résilience des gens ordinaires et dans les petits actes de gentillesse inébranlables qui ont tissé leur vie ensemble. Miss Marple plia la lettre et la plaça soigneusement dans un tiroir. Son travail pour l'instant était terminé. Ce soir-là, au bras en bois flotté, un petit rassemblement a eu lieu, non pas en signe de célébration, mais en signe de gratitude silencieuse. Madame Bertram, d'un ton inhabituellement retenu, offrit du thé et des scones à tous. Monsieur Spenlow a même levé un verre pour porter un toast. À Miss Marple, dit-il d'un ton bourru, qui voit plus d'un coup d'œil que la plupart d'entre nous ne le font en une année de recherche. Il y eut un murmure d'accord, timide et sincère. Miss Marple, sac à tricoter à la main, sourit doucement et inclina la tête. « Je remarque simplement les choses, » dit-elle modestement. « Il est assez étonnant de voir tout ce que l'on peut apprendre simplement en prêtant attention. Elle n'a pas précisé. Elle n'en avait pas besoin. Ils savaient tous maintenant, comme jamais auparavant, à quel point la vie pouvait osciller entre la paix et le péril, et quelle différence un cœur ferme et vigilant pouvait faire. Alors qu'elle quittait l'auberge et sortait dans l'air frais de la nuit, Miss Marple s'arrêta sur le pont de
pierre qui surplombait la crique. Les étoiles brillaient au-dessus, se reflétant dans l'eau sombre et ondulante. Quelque part au loin, le cri faible et triste d'une mouette résonnait. Elle pensa au commandant Leeward, un homme courageux qui avait navigué dans les tempêtes de la tromperie humaine et en avait payé le prix. Elle pensa à Betty Vane, entrant dans un nouvel avenir, plus forte grâce à la vérité qu'elle avait osé dire. Elle pensa au jeune Peter dont le courage avait contribué à sauver son village. Et elle pensa, avec un petit sourire triste, à Lionel Herrick, un homme brisé non pas par les péchés des autres, mais par sa propre fierté et sa peur. Le monde regorge de telles histoires, des gens ordinaires, des choix extraordinaires. Et toujours, sous la surface, les modèles, cachés du comportement humain, attendant d'être découverts. Miss Marple redressa ses épaules et resserra son châle autour d'elle. Demain, il y aurait plus de jardin à entretenir, plus de thé à verser, plus de petites gentillesses à offrir. Mais elle resterait toujours discrètement vigilante. Car lorsqu'il s'agissait du cœur humain, la prochaine tempête n'était jamais loin. Et Jane Marple, aux yeux perçants, à la voix douce et d'une sagesse inébranlable, serait prête. Toujours. Elle se retourna et d'un pas léger rentra chez elle. Les étoiles tournaient au-dessus de nous. La crique dormait en paix et le cœur vigilant de la dame la plus redoutable de Sainte Mary Mead battait fermement et fidèlement sous son simple cardigan gris.